Bonjour chers téléspectateurs du programme Ma classe mobile. Destiné à tous les élèves, je dirais, du monde, parce que ce programme-là est dans le but d'embrasser le plus grand nombre, surtout les pays en voie de développement, que je m'appelle Mouché Diène. Donc nous sommes réunis aujourd'hui pour traiter non pas de la philosophie, qui en réalité est, comme on le dit, un discours ample jusqu'à se croire interminable, mais nous sommes là pour donner simplement quelques indications, n'est-ce pas, fondamentales pour l'élaboration d'une discipline et comment avoir les outils nécessaires pour aborder les épreuves qui se profilent à l'horizon, plus précisément l'épreuve du bac. Donc, c'est une discipline qui, dans sa réalité, est une discipline qui est ambitieuse et il faudrait que, n'est-ce pas, nous tentons de définir quelles sont ses origines, quelle est son étymologie, quelle est sa particularité, quelle est sa fonction, quel est l'état actuel de la philosophie et comment devons-nous vivre la philosophie actuellement au Sénégal ou bien plus particulièrement en Afrique. Ceci nous amène donc à réfléchir sur 5 points pratiquement, dont le premier point concerne les origines. Parce que si on remonte dans l'histoire, on a vu que la philosophie est apparue dans un contexte très particulier. C'est dans un contexte où les hommes, se sentant insatisfaits des explications qu'on leur donnait à travers le mythe, la magie, la religion, l'opinion, qui d'une certaine manière nous pouvons globaliser en disant que c'était une manière de commander à l'homme de vivre au lieu de réfléchir. Donc c'est dans ce contexte-là que la philosophie est apparue avec un groupe de penseurs d'une certaine originalité, comme Thalès de Milet, comme Pythagore, comme Anaximandre, comme Anaximène. Et cela, on appelle ça l'origine théorique dans la mesure où ils ont fait une révolution intellectuelle dans la manière de comprendre le monde. Et c'est plus tard maintenant, au IVe siècle avant Jésus-Christ, qu'on nous parle d'une origine causale qui a pris naissance en Grèce. Pourquoi en Grèce et non pas ailleurs? Voilà la question fondamentale. Et la Grèce avait une particularité, c'est d'être un carrefour, n'est-ce pas? D'avoir fait 2 révolutions, une première révolution aristocratique et une seconde révolution démocratique. Et donc c'est dans ce contexte-là que Platon a pu hériter de la première philosophie systématique. Certains ont dit que c'est Platon le père de la philosophie, mais d'après la tradition, nous ne connaissons Socrate qu'à travers la bouche de Platon. Donc, d'une manière brève, si on peut résumer, nous disons que la philosophie admet 2 origines. Une origine théorique, dont certains ont dit que c'est vers le 6e et le 7e siècle avant Jésus-Christ, et une origine causale, avec comme premier philosophe Platon, n'est-ce pas, au 4e siècle avant Jésus-Christ. Maintenant, quand on se réfère à sa définition même du concept de philosophie, nous dirons que c'est la conjugaison de 2 vocables, philène et sophia. Philène, amour, sophia, sagesse. Et donc la philosophie se définit comme amour de la sagesse et non pas la sagesse. Donc la philosophie, c'est ce qui nous permet d'accéder à la sagesse et non pas la sagesse. Et donc c'est la raison pour laquelle on dit qu'on apprend à philosopher. On n'apprend pas la philosophie, mais on apprend à philosopher. Et apprendre à philosopher n'est ni plus ni moins que d'apprendre à exercer sa pensée. On dit que la philosophie, n'est plus ni plus ni moins que l'esprit d'analyse conceptuelle fondée sur le questionnement. La philosophie se définit, n'est-ce pas, comme l'esprit critique, n'est-ce pas? Et sa particularité, ce qui fait que la philosophie n'est pas les autres matières, ou bien la philosophie est très tôt entrée en conflit avec les matières qu'elle a trouvées sur place, c'est que sa particularité, c'est d'être un questionnement d'abord sur elle-même, avant d'être un questionnement sur les autres formes de connaissance. Et donc, c'est la raison pour laquelle elle est très tôt entrée en conflit avec le dogmatisme social que l'on appelle l'ensemble des vérités que nous avons héritées dans la société et qui n'ont jamais fait l'objet d'une démonstration. Cela, on peut citer des exemples comme
le mythe, dont on dit que le mythe est un récit fabuleux qui fait appel à des êtres surnaturels, ou bien à des dieux, ou bien à des demi-dieux. Donc le mythe commande à l'homme de vivre. Si nous parlons de la magie, elle est fondée, n'est-ce pas, sur du sacré, sur de l'occulte. C'est l'affaire d'initiés, donc ce n'est pas une démocratie. Si nous parlons de la religion, comme son nom l'indique, la religion lie l'homme à une divinité. La religion conçoit que, n'est-ce pas, l'homme ne peut connaître moyennant l'entendement et que la vérité nous vient d'extérieur. N'est-ce pas? Si nous prenons le ouï-dire qu'on appelle l'opinion, comme Gaston Bachelard le dit, Gaston Bachelard dit que l'opinion pense mal, elle ne pense pas, elle traduit des besoins en connaissance, on ne peut se fonder sur l'opinion et il faut la détruire. N'est-ce pas? Si nous prenons l'art aussi, qui fait partie des premières formes de connaissance, nous avons dit que la philosophie, dès ses débuts, s'est opposée à toute idée qui fonde une connaissance sur les organes de sens, parce que la philosophie dit que les sens nous trompent. Et c'est la raison pour laquelle l'un des fondateurs de la pensée philosophique, Platon, disait que le vrai monde, c'est le monde intelligible. On s'en réfère maintenant au livre 7 de la République, où il nous montre à travers l'allégorie de la caverne que, n'est-ce pas, le vrai monde, c'est-à-dire le monde des réalités, n'est-ce pas, immatérielles, n'est-ce pas, le monde des vraies essences pures, c'est le monde intelligible. Donc c'est dans ce carcan, dans ce concept-là que la philosophie a pris naissance. Et donc, il nous faut définir la philosophie, mais nous allons d'abord la définir à partir de ce qu'elle n'est pas. D'emblée, nous pouvons dire que donc la philosophie n'est pas une croyance irrationnelle. Si elle est croyance, elle n'est pas une croyance irrationnelle, parce que le philosophe, n'est-ce pas, n'admet une vérité que si cette vérité a parcouru toutes les étapes de la vérification. Donc ça veut dire qu'en philosophie, pour que la vérité soit admise, il faut que cette vérité brandit le certificat de validité rationnelle. Donc nous pouvons dire que la philosophie, n'est pas une croyance irrationnelle. Deuxièmement, la philosophie ne saurait être non plus un argument d'autorité. Un argument d'autorité entendu dans le sens de, n'est-ce pas, d'imposer. La philosophie n'est pas le fait d'imposer, mais c'est le fait de convaincre. N'est-ce pas? Nous avons vu que dans l'histoire, pendant 2000 ans peut-être, la philosophie aristotélicienne, dont Aristote, dont on dit que c'était l'esprit encyclopédique, les gens considéraient sa philosophie comme incontestable parce que relevant de l'argument d'autorité. Mais cette philosophie a été contredite par la philosophie cartésienne. Hegel aussi a vu sa philosophie contestée par le marxisme. Hegel qui pensait que sa philosophie, c'est la philosophie de l'absolu. N'est-ce pas? Donc, la philosophie n'est pas une croyance irrationnelle, elle n'est pas non plus un argument d'autorité, et elle n'est pas aussi la possession de la totalité du savoir. Elle n'est pas la possession de la totalité du savoir, parce qu'Aristote disait que le philosophe, c'est celui qui possède la totalité du savoir, mais il précise dans la mesure du possible. Donc tout ce qui était comme savoir disponible, le philosophe pouvait le connaître, mais il ne connaissait pas la totalité. Parce que qui prétend posséder la totalité du savoir décrète l'acte de décès de la philosophie. Parce que la philosophie, comme nous l'avons dit, pose la sagesse comme un idéal, c'est-à-dire un but qui est visé et qui ne sera jamais atteint. Donc, si elle n'est pas ces trois choses-là, on peut donner une définition sur laquelle nous pouvons tous tomber d'accord, c'est que la philosophie est essentiellement une réflexion critique. Et quand on fait l'étymologie du mot réflexion, c'est réflexion, un retour en soi. Et un retour en soi, c'est-à-dire c'est une introspection. La philosophie commence par réfléchir sur elle-même, pour me répéter, et se déploie sur les autres formes de connaissance. Donc, la philosophie est réflexion critique. Mais toute réflexion n'est pas forcément philosophique. Parce que toute réflexion doit être fondée sur des exigences. Et les exigences de la réflexion, c'est que la philosophie est exigence de preuve, de rigueur, de vigilance, de prudence, de recul et de méditation. Et c'est la raison pour laquelle que Fontanelle disait que le philosophe est comme un éléphant qui ne pose le pied de devant
que lorsque celui de derrière a été bien raffermi. Cela rejoint la position, n'est-ce pas, de Martien Thor lorsqu'il dit qu'en philosophie, aucune vérité, si vénérable soit-elle, n'est recevable avant d'être passée au tribunal du logos critique. Donc, en philosophie, tout doit être démontré, tout doit être suspecté et tout doit être interrogé. Parce que cette vérité-là est une vérité quadragénaire. Donc, et c'est la raison pour laquelle, n'est-ce pas, c'est ça qui marque la particularité de la philosophie. La philosophie, elle est particulière parce que c'est l'unique discipline qui réfléchit sur elle-même et réfléchit sur les autres formes de connaissance. Et lorsque la philosophie réfléchit sur elle-même, le philosophe commence d'abord par remettre en question son héritage d'abord. Et remettre son héritage, cela veut dire que le moteur de la philosophie, c'est la contradiction. La philosophie n'existe et n'évolue, n'est-ce pas, que si le parricide existe. Le parricide, c'est le meurtre du maître par l'élève. Nietzsche le dit dans son ouvrage « Ainsi parlait Zarathustra » lorsqu'il dit « C'est mal payer son maître que de rester éternellement son élève ». Donc l'une des conditions principales, n'est-ce pas, de l'évolution de la philosophie, c'est tout simplement un sevrage intellectuel. L'élève doit être sevré de son maître, c'est l'autonomie de la pensée, c'est l'affranchissement de la tutelle. Donc la philosophie lutte contre ce qu'on appelle le dogmatisme intellectuel. Et le dogmatisme intellectuel consiste, n'est-ce pas, à prendre la philosophie de son maître comme absolue, c'est-à-dire vrai toujours et partout. Donc la philosophie n'évolue que dans la contradiction. Mais on peut déjà préciser que du point de vue maintenant de sa démarche, ça, cette contradiction dont j'ai parlé tantôt, c'est au niveau des idées. C'est la raison pour laquelle on dit la philosophie de tel. Chaque philosophe a sa propre conception. Mais du point de vue de la démarche, toute philosophie reste éternellement valable dans la mesure où la philosophie est essentiellement une réflexion. Donc il y a unité dans la démarche et désaccord ou bien contradiction dans les idées. Donc on peut dire que donc, la philosophie est une unité composite, n'est-ce pas, d'ignorance et de savoir. Est une unité composite, n'est-ce pas, de contradiction et d'accord. Contradiction dans les idées, accord dans la démarche. Mais aussi la philosophie, comme je l'ai dit, n'est-ce pas, lutte contre le dogmatisme social sur toutes ses formes. Et lutter contre le dogmatisme social, c'est-à-dire que le philosophe est l'homme de son temps. Le philosophe n'est pas coupé de la réalité, mais il est dans la réalité, comme Socrate le faisait. Socrate était l'homme de son temps parce que ce qui a pu fleurir la pensée socratique, c'est que Socrate avait été contemporain à des hommes qu'on appelait les sophistes, et ces sophistes-là, n'est-ce pas, aimaient enseigner et à se faire payer, parce qu'ils prétendaient posséder un savoir transmissible. Alors que Socrate, dans toute sa théorie, dit que tous les hommes savent et que tout simplement, il faut les apprendre à se souvenir. C'est la théorie de la réminiscence. Et donc, pour que les hommes puissent se souvenir, puisqu'ils avaient déjà connu dans le monde intelligible, il faut leur poser des questions. C'est la raison pour laquelle il dit que mon art de maïeutique a même attribution générale que la leur. C'est-à-dire celui des sages-femmes. Sa différence, c'est qu'il délivre les hommes et non pas les femmes. Donc Socrate délivrait les esprits. Parce qu'à travers une série de questions et de réponses, il arrivait à faire découvrir au néophyte, c'est-à-dire à son interlocuteur, que la vérité se trouve en toi-même et qu'il faut tout simplement faire un travail d'ascèse intellectuelle pour arriver à découvrir la vérité par ses propres capacités intellectuelles. Et donc c'est dans ce contexte-là, n'est-ce pas, qu'on peut systématiser déjà en parlant des origines sur trois origines, sur deux origines du moins, l'origine théorique, l'origine causale, en parlant de son étymologie, Philène et Sophia, en parlant de sa définition, et dire que la philosophie, c'est l'esprit d'analyse conceptuelle fondé sur le questionnement, nous pouvons passer à une autre étape qui, en réalité, nous montre quelle est la finalité de la philosophie, c'est-à-dire à quoi sert la philosophie. Et sur ce point-là, n'est-ce pas, les avis sont partagés.
Parce que l'homme du sens commun, n'est-ce pas, pense que la philosophie est d'une utilité et de nulle utilité. La philosophie ne sert à rien parce que tout simplement, comme l'avait dit Charles Péguy, dans la philosophie comme dans la folie, nous avons perdu le monde et le monde nous a perdu. N'est-ce pas? Calliclès, qui était un ami de Socrate, aimait bien réveiller Socrate en lui disant « Socrate, exerce-toi à la belle musique des actes. » N'est-ce pas? Nous avons vu l'épisode de Thalès de Milet, qui en marchant est tombé dans un puits, ce qui lui a valu les railleries de la servante de Thrace. Et donc tous ces événements, tous ces éléments-là concourent à dire que la philosophie est de nulle efficacité. Mais c'est méconnaître la philosophie que de la traiter d'une aventure inutile. Parce que la philosophie peut être inutile. Si inutile veut dire, n'est-ce pas, n'avoir aucune utilité pratique et matérielle. La philosophie ne l'a pas. Mais c'est parce qu'elle ne sert à rien, n'est-ce pas, parce qu'elle n'est portée sur aucun objet particulier, c'est ce qui donne la particularité, n'est-ce pas, d'une réflexion sur toutes les autres disciplines. Et donc, ce que la philosophie donne en réalité, nous pouvons dire que c'est une utilité intellectuelle. Ce que la philosophie donne, c'est la sagesse de la bonne conduite. Et la sagesse de la bonne conduite, comme nous l'avons dit, passe par, n'est-ce pas, l'équilibre et la mesure. Wilhelm disait que pour autant qu'un individu est normal, il faut que les pulsions du sens soient satisfaites par le moi et selon les prescriptions du surmoi. Un homme est normal que lorsqu'il a la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est ce que la philosophie appelle la sagesse de l'équilibre. Mais c'est aussi la sagesse de la mesure. La mesure, c'est le fait de se dire que ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Et donc ces deux, n'est-ce pas, utilités conjuguées, c'est ça que la philosophie donne. Et ça, c'est une utilité qui est purement intellectuelle et non pas une utilité matérielle. Donc, la philosophie est une utilité intellectuelle et non pas matérielle comme le prétendent les autres disciplines qui, n'est-ce pas, taxent la philosophie d'être inutile. Donc voilà sa finalité. Et c'est la raison pour laquelle on peut faire une étude comparative brièvement entre la philosophie et le mythe et dire que la philosophie est née du mythe et de la lutte contre le mythe. La philosophie et le mythe partagent une question, c'est la question qu'est-ce que l'homme? Mais là où il y a divergence, c'est au niveau de la démarche. Là où le mythe fait appel à des êtres surnaturels, la philosophie, elle, se fonde sur ses propres capacités intellectuelles. La philosophie ne fait confiance qu'à la rationalité. La philosophie n'est pas aussi la magie, elle n'est pas la religion, elle n'est pas non plus la science. Même si nous pouvons dire que la science plonge ses entrailles dans la philosophie, parce qu'au départ, la science et la philosophie, n'est-ce pas, faisaient corps commun. Parce que les premiers scientifiques, on les appelait les philosophes de la nature. C'est à partir du XVIIe siècle, suite au projet cartésien, qui consiste à dire, connaissant les vertus de l'eau, de l'air et du feu, l'homme pourra devenir maître et possesseur de la nature, que l'on note la séparation des deux disciplines. D'une part, la philosophie, n'est-ce pas, et de l'autre côté, la science. La philosophie qui continue d'être un pur questionnement sur la totalité et la science qui devient la recherche des lois objectives qui régissent le réel. Maintenant, ça ne veut pas dire que philosophie et science, le divorce est consommé, mais philosophie et science, aujourd'hui, si on peut récapituler, entretiennent des relations de complémentarité parce que partout où naissent les connaissances scientifiques, cela donne naissance à des réflexions qui sont d'ordre philosophique. Parce que la science soulève des problèmes qu'elle ne peut pas résoudre et qui en appellent à l'assistance de la philosophie. N'est-ce pas? Et la philosophie a besoin de la science parce que c'est la science qui donne objet de réflexion à la philosophie. Donc nous pouvons dire que philosophie et science, n'est-ce pas, entretiennent des rapports de complémentarité. C'est pourquoi lorsque le débat s'est posé en Afrique, le professeur Cheikh Anta Diop avait dit que l'Afrique avait plus besoin d'une science que d'une philosophie parce que qui a la science a la philosophie en même temps. N'est-ce pas? Parce que la science soulève des problèmes qu'elle ne peut pas résoudre et c'est la raison pour laquelle la philosophie se pose certainement la question sur les connaissances scientifiques en se disant est-ce que tout ce qui est techniquement faisable est moralement réalisable? Donc nous avons montré que philosophie et science, n'est-ce pas,
appartiennent à une même matrice intellectuelle, l'intelligence humaine, mais ont des objets qui sont différents, ont des démarches qui sont différentes. N'est-ce pas? Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on peut aussi aborder, n'est-ce pas, l'actualité de la philosophie en Afrique. N'est-ce pas? Parce que le débat a été trop houleux, parce que l'Afrique a été pendant longtemps victime d'une campagne de négation. Si on s'en réfère aux thèses d'Albert Memmi dans le dictionnaire des sciences anthropologiques, il dit que le nègre est et sera toujours esclave, l'intérêt l'exige, la politique le demande, et sa propre constitution lui soumet presque sans peine. Ce qui constitue des préjugés racistes graves, mais aujourd'hui, au moment où nous parlons, on peut synthétiser cette problématique en 3 phases. La phase des préjugés qu'on appelle l'ethnophilosophie, ou bien le cadre qu'on appelle les préjugés racistes. Il y a les thèses ethnophilosophiques dont les tenants c'est, n'est-ce pas, Martien Towa et le révérend père Temples, n'est-ce pas, qui soutiennent qu'il existe dans le passé culturel des Africains des éléments pouvant retracer une tradition philosophique. Il y a ce qu'on appelle, n'est-ce pas, la réhabilitation de l'ethnophilosophie, ou bien la critique de l'ethnophilosophie, et la dernière phase, c'est la réhabilitation. Toujours est-il que ce programme est très vaste. Ma classe mobile va embrasser tout le programme, et ça, ce n'est qu'un viatique, ce n'est que quelque chose c'est une ébauche, et certainement nous aurons à traiter tous les aspects du programme, plus particulièrement le domaine 2, qui nous parle du processus de socialisation, du domaine 3, où nous aurons à parler de l'épistémologie, et du dernier domaine sur l'esthétique. N'est-ce pas? Donc, nous invitons tous les téléspectateurs de ma classe mobile à vraiment se connecter, et que, n'est-ce pas, le mieux reste à venir, mais même au-delà de la philosophie, ce sera sur toutes les matières, et que ce sera des programmes très ambitieux. Nous vous remercions et merci encore une fois de plus.